Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième journée du Sommet de la Résilience 2021. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui et on rentre dans le sujet. Alors, cette troisième journée-là, c'est la résilience dans son sens original, le sens original du terme qui est la résilience intérieure, l'habileté à surmonter les épreuves, les catastrophes, ce genre de choses-là qui vont arriver dans nos vies. Il va y avoir des situations difficiles dans nos vies et comment on peut utiliser ça comme un tremplin. C'est le sujet de la journée, mais c'est même très spécifiquement le sujet qu'on va aborder dès maintenant avec Joanie Lacroix. Et pour cette présentation-là, ça va être un petit peu différent de l'habitude. Donc, on va vous demander à tout le monde qui est sur Zoom, on va vous demander d'aller sur la page du sommet. Ça va être super important parce que finalement, je sais que j'avais dit quelque chose de légèrement différent, mais finalement, la page de Zoom va être utilisée pour faire des tests pour le super party qu'on a pour vous de réserver ce soir avec Mathieu Lippé. Donc, nous, on doit faire des tests de son et tout ça. Et donc, on demande à tout le monde qui est sur Zoom d'aller sur la page du sommet. On va vous mettre le lien dans le chat immédiatement pour avoir la super version de ce qu'on allait vous offrir de toute manière. Ça va être la même chose, même en meilleure qualité, tout va être juste mieux. C'est juste que nous, on va avoir besoin du Zoom pour préparer le party de ce soir qu'on a pour vous, la conférence festive de Mathieu Lippé. Donc, à partir de maintenant, là, vous pouvez commencer à migrer vers la page du sommet. Et dans le fond, Joanie, pendant que vous écoutez, on va vous mettre un autre lien, autant en dessous dans le Zoom que dans la page du sommet. On va vous mettre un autre lien en dessous qui est la page Facebook de Joanie, pas de Joanie, mais de l'événement de Joanie. OK? Et sur cette page-là, si vous avez des questions, ça va être la meilleure manière de les poser directement à Joanie. Vous allez voir que sa conférence est très interactive. Elle va vous demander d'écrire des choses, de penser à certains aspects et tout ça. Donc, ça va être très concret, très interactif. Et si vous avez des questions pour Joanie, vous pouvez lui écrire sur Facebook et elle vous répondra dans les prochaines heures ou dans les prochains jours au plus tard. Donc, ça va être la meilleure manière de communiquer avec elle dans ce cas-ci. Donc, deux liens importants. La page du sommet, vous vous rendez à cet endroit-là immédiatement si vous êtes sur Zoom. Et le deuxième lien, c'est le lien de la page Facebook qui va être la meilleure manière de communiquer avec Joanie si vous avez envie de lui poser des questions. Ensuite de ça, puis sinon, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires qu'il y a en dessous du vidéo dans la page du sommet et nous, on va les copier-coller et les mettre dans la page Facebook de Joanie pour vous aider si c'est plus simple ainsi. All right, donc, qui est Joanie Lacroix, mère de 4 enfants, mamange de 2 d'entre eux? C'est suite au décès de son fils Thomas que Joanie Lacroix trouve la force de se lancer dans l'aventure Pastel Fluo, une plateforme de contenu axée sur des initiatives innovantes, plus respectueuses de l'humain et de la planète. Productrice à la télé depuis plus de 10 ans, elle se sert des épreuves qu'elle a dû traverser comme tremplin pour contribuer à sa façon au monde de demain, en nous inspirant à vivre ensemble plus en conscience. Alors, je vous souhaite une excellente conférence et à très bientôt. Ciao! Bonjour tout le monde, mon nom est Joanie Lacroix et je suis la fondatrice de Pastel Fluo, une plateforme qui nous amène vraiment à mettre en lumière la résilience de l'humain, à vraiment voir aussi ce qu'on porte puis quel impact positif on peut avoir dans le monde. Et on m'a demandé en fait de faire une conférence, atelier sur la résilience pour vraiment partager mes clés parce que c'est un chemin que j'ai dû marcher au cours des dernières années à travers les différentes épreuves que j'ai rencontrées et qui m'a vraiment amenée non seulement à, oui, cultiver cette résilience-là, mais aussi à voir les cadeaux cachés derrière les épreuves. Et mon intention aujourd'hui, c'est de vous outiller, de vous partager qu'est-ce qui m'a fait du bien, moi, qu'est-ce qui m'a aidé, de vraiment vous permettre de vous accompagner, en fait, d'être capable de vous accompagner main dans la main quand vous aurez à traverser des périodes plus difficiles, que ce soit dans les défis du quotidien ou encore des plus grandes épreuves de vie. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous donner de l'espoir que derrière chaque épreuve, chaque défi qu'on rencontre, ben il y a toujours un message, il y a toujours
une clé pour se transformer puis pour nourrir un mieux-être à long terme, finalement. Alors, c'est sûr que vous allez voir que c'est ça. Moi, j'ai eu des grandes épreuves de vie. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais je pense que chacun d'entre nous, en fait, tôt ou tard, on va faire face à une épreuve, à une grande épreuve ou à des défis. On a tous notre histoire. Il n'y a personne qui est épargné. Le fleuve n'est pas tranquille pour aucun être humain sur la Terre. Puis je pense que la clé, c'est de savoir naviguer à travers ces vagues-là, naviguer à travers la tempête. Et on le voit aujourd'hui, en tout cas ces temps-ci, avec la pandémie, on est dans un grand questionnement. On vit plusieurs défis, autant au niveau individuel que collectif. Et ça nous demande de cultiver cette résilience-là, je dirais, plus que jamais. Il y a eu un premier grand cadeau, je crois, avec la pandémie. Et je crois que ce cadeau-là vient aussi avec toute grande épreuve. C'est le fait que ça nous amène à nous arrêter. Ça nous amène à vraiment se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui me rend véritablement heureux dans la vie? Est-ce que je me sens alignée avec mes choix de vie? Où est-ce que j'investis mon temps puis mon énergie sert à cultiver mon bien-être, à cultiver mon bonheur? Est-ce que ça me rend véritablement heureux? Ou encore, qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui m'empêche d'être profondément la personne que j'aspire devenir? Et je vous dirais que ce retour-là forcé à l'essentiel, de vraiment prendre le temps de se poser ces vraies questions-là profondes, on ne le fait pas dans l'action. On ne le fait pas quand tout va bien. On le fait dans ces moments-là d'arrêt. Et pour moi, ça, c'est tellement précieux parce que, comme je le disais tantôt, c'est un premier vrai cadeau parce que par la suite, ça peut vraiment nous amener à prendre une direction différente dans notre vie qui va véritablement nous rendre plus heureux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Avant de vous parler de ce que j'ai vécu, en fait, je veux encore amener un autre point sur la pandémie qu'on vit actuellement parce que ça nous touche tous. En fait, il y a des recherches, il y a une chercheuse qui s'appelle Dr. Mélissa Généreux qui a fait une grande étude sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale des gens. Et elle a relevé un fait. C'est sûr que les statistiques sont très, très sombres et on le sait. Hein, je pense que c'est très difficile côté santé mentale. Mais il y a un fait qu'elle a donné qui, pour moi, a vraiment résonné très, très fort. C'est que ceux actuellement qui ont la meilleure santé mentale, ou du moins qui souffrent moins de problèmes liés à la santé mentale, donc qui vivent moins d'anxiété, qui vivent moins de dépression majeure, c'est ceux qui sont capables de donner un sens à la pandémie. Et pour moi, ça, là, ça a tellement résonné parce que ça a été exactement la clé qui me permet aujourd'hui d'être devant vous, de vous parler de ce que j'ai vécu avec sérénité, mais aussi avec authenticité, en cachant rien finalement. Parce que j'ai réussi à transformer ce que j'ai vécu en une opportunité de créer du sens dans ma vie. Et je pense que la question à se poser quand on vit des choses difficiles, c'est mais comment est-ce que je peux réussir à être calme, à être serein à l'intérieur, même si ma réalité ou la réalité que je connaissais autour de moi s'écroule. Un deuil, hein, c'est un peu ça. Ça peut être le deuil d'une personne, mais un deuil, en fait, c'est exactement ça. C'est d'accepter que la réalité que je connaissais, elle a changé, elle n'est plus la même, puis elle amène de l'inconfort. Alors, le deuil, ben moi, c'est ce que j'ai eu à rencontrer au cours des dernières années. Alors, avant de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu, j'aimerais ça vous ramener 5 ans en arrière, même 6 ans en arrière maintenant. Avant que la mort
avant que la mort arrive dans ma vie, que le deuil et que je dois faire face à un des plus grands deuils qui m'a été donné de vivre. Alors, en 2015, j'étais productrice dans l'univers de la télé, de la publicité au Québec. Et être producteur, ça vient avec une certaine étiquette, je dirais. Et j'étais très attachée à l'image que ça projetait, d'être productrice, d'être une fille qui était performante dans ce qu'elle faisait, qui était toujours en contrôle. Un producteur, c'est vraiment celui qui tient les ficelles pour faire en sorte qu'un show va à la télé ou bien qu'une publicité se rend vraiment au final, c'est ça, à la télévision. Donc, c'est vraiment un métier où notre job, c'est de contrôler l'imprévu. Alors, j'étais tout le temps en contrôle. Je travaillais avec des vedettes. Ça m'amenait à être sur des grands tournages à l'international, à rencontrer des vedettes que tout le monde connaissait. Et j'étais tellement attachée à cette image-là, à cette étiquette-là. À ce moment-là, je donnais vraiment tout au travail. Et ma vie, elle allait très, très, très vite. Donc, je ne m'arrêtais pas souvent pour me poser des questions. Mais je vous dirais qu'intérieurement, il y avait quand même un écho qui était là, qui me soufflait que je n'étais pas exactement à l'endroit où j'étais censée être. C'est comme si, oui, je vivais plein de plaisir au quotidien. Oui, c'était bien vu des gens. J'avais l'air de réussir. Mais profondément, je n'étais pas complètement nourrie. Je me sentais pas remplie. Je sentais pas que je faisais une différence non plus dans la vie des autres. Et il m'a fallu que la vie me frappe de plein fouet en étant confrontée à une des plus grandes épreuves qu'un être humain se probablement donné de vivre. Une épreuve qui est venue tout bousculer, qui m'a fait perdre tous mes repères. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, cette épreuve-là a donné une toute nouvelle direction à ma vie parce que j'ai décidé de me reconstruire sur des nouvelles bases. Alors, cette épreuve-là, je l'ai vécue 2 fois. Je l'ai vécue en 2015, puis je l'ai vécue en 2017. C'est le décès de mes 2 enfants. Mon petit garçon Thomas nous a quittés en novembre 2015, puis ma fille Nélia en novembre 2017. Alors, en 2015, j'étais enceinte de mon fils, puis on a appris à 13 semaines de grossesse qu'il y avait une anomalie assez importante. Et ça nous demandait en fait de passer du temps aux soins intensifs une fois qu'il allait venir au monde. Mon fils, juste vous expliquer grosso modo, là, il y avait un petit trou dans l'abdomen, puis ça faisait en sorte que ses intestins se développaient à l'extérieur de son corps, en partie. Donc, c'est ça. Ça demandait quand même des soins assez importants. Donc, ça nous demandait de passer du temps aux soins intensifs. La grossesse n'était pas non plus, n'était pas assurée dans le sens que ça se pouvait que le bébé décède pendant la grossesse. Puis, intérieurement, je me suis vraiment connectée à mon intuition, puis ça me disait d'y aller. Ça me disait de le garder, ce bébé-là. C'est comme si pour une des premières fois de ma vie, je ne me sentais pas en contrôle, mais en même temps, je sentais que j'allais toucher à quelque chose qui me transformait déjà. C'est quand j'ai eu cette grossesse-là que j'ai découvert la méditation, que j'ai découvert la pleine conscience, que j'ai eu un certain éveil spirituel à aller puiser une force à l'intérieur de moi. À aller vraiment cultiver un bien-être intérieur, même si à l'extérieur, ça bougeait, même si à l'extérieur, je ne pouvais pas savoir l'avenir. Et finalement, la grossesse s'est très, très bien passée. Thomas est né, allait bien. Les premières journées après sa naissance, il allait bien. Et pour une raison qu'on ignore, les médecins, les chirurgiens n'ont jamais vu ça. Quelques jours après sa naissance, Thomas a perdu beaucoup, beaucoup de sang. 1/3 de son sang. Et ça l'a amené tous ses organes vitaux à comment dire, tous ces organes vitaux ont comme se sont vraiment ont vraiment comment dire, en fait, les intestins sont devenus morts peu à peu et les autres organes vitaux étaient aussi affectés. Et on a vraiment été jusqu'au bout, mais c'est comme si c'était toujours mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, jusqu'à temps qu'on soit confronté à prendre la décision la plus difficile qui soit,
qui était d'arrêter de forcer la vie, d'arrêter de s'acharner à le maintenir en vie, d'arrêter de s'acharner envers cette réalité-là d'avoir un bébé, même si clairement la vie nous disait que son chemin était peut-être ailleurs à ce bébé-là. Et finalement, on a pris la décision de l'accompagner aux soins palliatifs et de ne plus forcer la vie finalement. Suite à son décès, j'ai vraiment frappé un mur. Comme je vous disais, ma vie à ce moment-là, elle allait très, très vite. Puis là, je me suis arrêtée pour vrai. Et là, ce qui était viscéral pour moi, c'était de faire un impact positif. Que ma vie allait être une vie où j'allais laisser un legs. Le legs que moi, je peux faire, mais du moins, vraiment prendre toutes mes capacités puis les mettre au service d'un monde meilleur. Les mettre au service de moi-même, mais au service du meilleur pour tous également. Et je vous dirais qu'environ 6 mois après la naissance, je me suis dit, bon, comment tu peux faire cet impact-là? Et étant productrice, travaillant en vidéo, je me suis dit, mais je vais aller rencontrer des gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie, mais qui les ont utilisées en force, qui les ont transformées, qui ont décidé de bâtir sur ces épreuves-là et de vraiment être de meilleurs humains finalement, puis être des humains plus heureux aussi. Et c'est comme si tout s'est aligné. Il y a des gens qui sont venus sur mon chemin et on a commencé à faire ce projet-là de série documentaire qui s'appelle Pastel Fluo, qui est vraiment au cœur de mon entreprise maintenant parce que le projet a vraiment évolué par la suite. Et donc, 1 an et demi après le décès de Thomas, je lançais, ou même je pourrais même dire, je mettais au monde Pastel Fluo, qui était vraiment ma façon de contribuer à un monde meilleur, puis qui était ma façon aussi de me guérir, parce qu'à travers tous ces témoignages-là, ben moi, ça me guérissait. Moi, ça me montrait aussi que c'était possible de se relever, même après des grandes, grandes épreuves de vie. Et en été 2017, la plateforme est lancée. Au même moment, je tombe enceinte de ma petite fille. Et là, je me dis, waouh, quelle belle synchronicité de la vie. Ça faisait 1 an et demi presque qu'on réessayait pour avoir un enfant, puis ça la donne. Puis le mois que je lance la plateforme, je tombe enceinte. Et cette grossesse-là de Nélia, je me sentais comme sur un grand nuage. Moi, j'avais toujours vécu avec des frères quand j'étais jeune et j'avais eu 2 garçons, donc de vraiment porter la vie, mais de porter aussi le féminin à l'intérieur de moi. Je savourais, j'étais sur un nuage, j'étais remplie de douceur et d'amour et de gratitude face à cette petite fille-là qui grandissait à l'intérieur de moi. À cette présence féminine aussi que j'avais goûtée. Et le 29 novembre 2017, donc à 6 mois de grossesse, je la sens plus bouger. Et je m'étais jamais, dans les grossesses précédentes, c'était ma 3e grossesse, je m'étais jamais vraiment préoccupée des mouvements, mais à elle, j'avais comme pas un bon feeling. Et je me suis dit, je vais aller à l'hôpital pour me faire rassurer. À l'hôpital, je suis rentrée au triage parce qu'à 6 mois de grossesse, c'est une bonne bédaine quand même. Et la femme, l'infirmière, trouve pas le cœur. Elle me dit, on va aller faire une échographie, comme ça va te rassurer. Je me dis, parfait. Et là, plus que ça allait, plus que mon petit cœur battait très, très vite. Et finalement, le médecin vient. J'étais incapable de regarder l'image de l'échographie. Je faisais juste fixer ce médecin-là en attente d'un signe positif. Mais ce que je voyais, c'était sa gorge nouée. Ce que je percevais, c'était des mini hochements de tête. Puis finalement, je sens tout son courage pour m'annoncer la phrase que je ne voulais pas entendre. Je suis désolée. Le cœur de votre bébé s'est arrêté. Ça a été une mort inexpliquée. Aucun lien avec la mort de Thomas. C'est comme si, à 2 reprises, on a été malchanceux.
L'absence de Thomas puis de Nélia, dans mon cas, ça a d'abord été un silence. Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir quand on accompagne un enfant vers la mort ou quand même on porte la mort à l'intérieur de soi. C'était un silence à l'intérieur de moi, puis tout autour de moi. Et dans ce silence-là, il y a une présence qui est très intense qui vient s'installer. La souffrance. Pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi 2 fois? Je vais me réveiller puis tout ça va juste être un cauchemar. Est-ce que c'est de ma faute? Parce qu'Anélia, je me suis dit, ça se peut pas. Elle allait tellement bien, elle était toute en santé. C'est-tu moi qui ai fait quelque chose? J'ai-tu mangé un aliment qui l'a empoisonné? Toutes ces paroles-là dans notre tête, hein? Pas encore, c'est pas possible. Toute cette résistance-là, c'est très, très bruyant. C'est très bruyant, la souffrance. Et j'ai réalisé que la seule façon de passer de la souffrance à la douleur, parce qu'il y a une grande différence entre les deux, c'était d'accepter. D'accepter ce qui se passait dans ma vie. L'acceptation commence par un dialogue de paix avec soi. L'acceptation permet de ne pas s'infliger une double peine. Parce que croire que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont, ça, c'est la souffrance. Quand on accepte ce qui nous arrive, c'est vraiment là qu'on reprend notre pouvoir sur la situation. Et je vous le dis, notre seul et unique pouvoir, il est intérieur. C'est notre façon d'être face à ce qui se présente dans nos vies. C'est notre façon d'être face à la tempête. C'est vraiment le fait de résister et de ne pas accepter ce qui se passe dans nos vies qui fait doublement mal. Hein? D'essayer d'être fort, d'essayer d'aller au travail, d'essayer de ne pas pleurer, de me dire « faut pas que je pleure ». C'est vraiment ça qui bloque le processus de guérison. Une autre chose, c'est d'accepter que le processus de guérison, il prend du temps. On est dans une époque où tout va vite. Hein? Nos vies vont vite. Puis quand il nous arrive quelque chose de difficile, on veut passer à autre chose vite. Mais pour guérir en profondeur, puis un jour ressentir vraiment un état de sérénité face à des épreuves, face à des défis, bien, c'est important de ne pas rusher le processus, mais de vraiment suivre ce flow-là. Dans un des documentaires de Pastel Fluo, j'ai rencontré Éric Giasson. Éric Giasson, c'était un financier à Wall Street qui a eu plusieurs épreuves dans sa vie. Il y a eu le grand crash boursier en 2008 où il a perdu tous ses avoirs, il a perdu aussi son travail. Dans les mêmes années, il a eu le cancer et sa femme l'a laissé pour son meilleur ami. Et il a vécu une série d'épreuves qui a vraiment permis de finalement reconnecter à son essence, de finalement créer du sens dans sa vie. Et quand je vous dis que la résistance ne sert à rien, et l'acharnement, hein, de ne pas lâcher le morceau, comme on dit en québécois, sur certaines situations dont on n'a pas de contrôle, bien, ça nous fait juste, ça l'enivre, cette souffrance-là. J'ai envie de vous présenter un extrait qui, pour moi, a résonné très, très fort dans le documentaire Le Yogi de Wall Street. Donc, on va aller voir l'extrait, puis je vous reviens juste après. La vie, c'est un mouvement naturel, tu sais, puis ça arrive souvent avec une force, avec peut-être une certaine brutalité, mais néanmoins, c'est une danse, c'est un mouvement naturel, et à chaque fois que tu essaies de tirer ou de pousser sur ce sur quoi tu n'as aucun contrôle, bien, tu perds tes forces, tu perds ton pouvoir. Cet extrait-là nous amène à prendre conscience qu'il y a des événements qui peuvent arriver dans notre vie, qui ne nous font pas plaisir, que c'est difficile à accepter. Mais dans ce temps-là, moi, ce que je me dis, c'est
qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Puis des fois, ça ne sert à rien de tirer ou de pousser sur ce sur quoi on n'a pas contrôle, comme Éric Giasson nous le dit, mais de peut-être juste de regarder dans une autre direction, de vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie de ressentir. Puis parfois, c'est de lâcher le morceau et d'avancer dans une nouvelle direction. Une autre chose qui revient souvent quand je partage ce que j'ai vécu, les gens me disent « Je ne sais pas comment tu as fait. Si j'avais vécu ce que tu as vécu, j'aurais juste pas pu. Je ne sais pas comment tu as fait pour traverser ça. » Et moi, pour moi, c'est super important de vous dire que la force vient avec l'épreuve. Il y a vraiment une force intérieure qui est là, qui est présente en chacun de nous et qui émerge quand on vit une épreuve de vie difficile. Puis pour moi, ça, c'est hyper rassurant parce que c'est comme une certitude maintenant que peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, des défis du quotidien ou des plus grandes épreuves de vie, je sais qu'il y a une force qui va ressurgir. Donc, vraiment d'avoir la conviction qu'on a tous au fond de soi les ressources nécessaires pour faire face aux événements difficiles que nous rencontrons dans la vie, c'est vraiment important. Puis, je vous dirais, il faut le ressentir dans toutes nos cellules. Il faut avoir cette confiance-là. Parce que moi, trop longtemps, j'ai voulu que ma vie soit parfaite, sans embûches. Puis pour moi, ma définition du bonheur était égale à, en fait, plus que je vais être heureuse, moins je vais avoir de défis. Puis maintenant, j'ai complètement transformé ma façon de voir ça. Une autre chose qui revient souvent, c'est mais comment est-ce qu'on peut cultiver cette résilience-là? Comment est-ce qu'on peut vraiment s'accompagner quand on vit des choses difficiles? Et elle est là, la clé. Une des choses pour moi qui a été très révélatrice et qui était nouvelle aussi, c'est d'entrer en contact avec la douleur. Tantôt, je vous parlais de souffrance puis de douleur, qu'il y a une grande différence. Les épreuves, les défis viennent avec la douleur, c'est inévitable. Si on ne ressent pas de douleur, c'est qu'on ne ressent rien. Mais la clé, c'est vraiment d'apprendre à entrer en contact avec cette douleur-là, d'entrer en contact avec les émotions, même celles qui sont moins confortables, et sans en avoir peur. Donc, sans les résister, mais au contraire, de leur faire de l'espace, de les accueillir, ces émotions-là, une à la fois, une seconde à la fois. Si je prends l'exemple des deuils, au début, ça fait tellement mal. Je me rappelle que moi, je voulais m'arracher le cœur parce que physiquement, je ne savais pas si j'allais être capable de passer au travers tellement que ça faisait mal à mon âme, mais mal à mon corps même. Et j'y allais une à la fois, une émotion à la fois, avec ouverture, avec bienveillance, avec douceur. Je l'accueillais. Vous savez, émotion, en anglais, c'est emotion. Emotion pour energy in motion. Les émotions doivent circuler. Notre corps a vraiment la capacité de faire circuler les émotions. Et c'est vraiment important, en fait, d'apprendre à se reconnecter au corps. Donc, par exemple, quand vous sentez des émotions qui sont moins confortables, observez comment votre corps a besoin d'exprimer cette émotion-là. Comment il a besoin de la libérer, cette émotion-là. Donc, par exemple, moi, des fois, j'avais besoin de me coucher en étoile à terre. Des fois, j'avais besoin d'être plus en position fœtus. Si c'était des grandes larmes, bien, je me disais, mes larmes nettoient mon cœur. Ça m'apaisait, mais je ne résistais pas. Je laissais vraiment l'émotion faire son chemin. Souvent aussi, ce que je faisais, c'est que je regardais dans mon corps où est-ce que l'émotion se situait, où est-ce que ça fait mal, puis je respirais dedans. Puis je l'accompagnais, cette émotion-là. Je lui parlais comme si c'était un enfant, comme si c'était quelque chose de très, très précieux, très fragile. Puis je lui disais, vas-y, prends ton temps. Vas-y, circule. Puis une année, hop, l'émotion a été libérée. Et pour moi, ça, de bien me faire vivre mes émotions, ça a été un des plus grands apprentissages de ma vie parce que maintenant, je suis capable d'être confortable dans l'inconfort. Et d'accueillir, de libérer ces émotions-là, c'est là que ça permet par la suite à la paix de s'installer. Quand on résiste, bien, les émotions restent cristallisées dans le corps
Puis elles peuvent se transformer en autre chose au fil des années. Elles peuvent se transformer en maladie, mais elles peuvent aussi se transformer en une colère qu'on va venir déverser sur les autres sans raison ou en une consommation. On va aller consommer un vêtement pour se sentir mieux. Alors que si on avait peut-être juste pris la peine de vraiment valider qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que cette émotion-là veut me dire, puis comment est-ce que je peux l'accompagner pour qu'elle se libère, bien, ça nous éviterait, c'est ça, ça nous éviterait des problèmes plus tard, finalement. Donc, vraiment, d'utiliser notre corps. On peut aussi utiliser le chant, les mantras, la danse intuitive. Moi, ça m'aide beaucoup. Le yin yoga. Donc, vraiment, de ne pas bloquer ce qui émerge. Et c'est ça, hein, on parle beaucoup de pleine conscience, mais la pleine conscience, c'est ça. C'est important que ça sorte dans tous les sens, finalement. Tu sais, de vraiment d'écouter ce qui a envie d'émerger et de la façon que ça a envie d'émerger. Et plus on va laisser les émotions être, les émotions qui nous habitent, hein, être et se libérer, bien moins la souffrance va être grande, moins on va souffrir. C'est vraiment le fait de résister qui fait doublement mal. J'aime faire le parallèle avec la nature. Ceux qui connaissent Pastel Fluo dans notre 7e documentaire, qui s'intéressent vraiment au nouveau modèle d'entreprise, beaucoup plus conscient, qui prend beaucoup plus soin en fait des êtres humains. À un moment donné, la protagoniste, Lisa, me partage une fable de La Fontaine, qui est le roseau et le chêne. Et pour moi, ce parallèle-là avec la nature est tellement fort. Un roseau, à première vue, c'est assez fragile. Hein? On pense que ça casse rapidement, tandis qu'un chêne, l'image d'un chêne, c'est que c'est fort. Mais un chêne, s'il y a un grand vent, il va résister, puis il va être fort, il ne bougera pas. Mais à un moment donné, si la tempête est trop forte, il va casser. Un roseau, lui, il a de l'air fragile, mais la différence, c'est qu'il est il suit le flot, il suit la nature. Donc, quand il y a des grands vents, il va se coucher à terre. Il va vraiment être très malléable. Mais un roseau ne cassera presque jamais parce que justement, il suit les intempéries. Donc, vraiment, de ne rien retenir, ça permet de goûter à cette sérénité, ça permet de goûter à cette paix-là. Et pour moi, le seul moyen, c'est de plonger dedans, c'est de vraiment suivre le flot. Une autre chose que j'aime me dire, c'est que je ne suis pas la situation que je vis. Donc, ça permet de prendre de l'espace par rapport à ce qu'on vit. Un peu comme le vol de l'aigle en méditation. Donc, j'aime me rappeler qu'à ce moment-ci de ma vie, je vis telle situation qui est très difficile, qui me fait vivre des émotions très inconfortables. Mais ce n'est pas qui je suis. Il n'y a aucune situation qu'on peut vivre dans notre vie qui définit réellement qui on est. C'est un passage, c'est impermanent. Tout passe. La question, c'est comment est-ce que je me fais vivre ça, moi, quand la tempête est là. Et c'est vraiment de s'accompagner, comme là, si on est notre meilleur ami, de s'accompagner main dans la main, avec toute la douceur. Moi, souvent, l'image que j'avais quand c'était difficile, c'était comme, je m'en mitouflais d'une grande couverte là, avec un bon thé. Là. Ça, c'était comme mon mindset, là, l'esprit dans lequel je m'accueillais quand je vivais des moments difficiles. Donc, douceur, douceur, douceur. Prendre soin de soi, ça doit être la priorité quand c'est plus difficile. C'est vraiment important de le faire, puis sans culpabilité. Puis là, je parle particulièrement aux femmes, parce qu'on a de la misère, les femmes, à prendre soin de nous. On a de la misère à faire quelque chose qui n'est pas productif, hein, parce que notre liste de choses à faire est tellement longue. Mais quand c'est difficile, c'est une opportunité de prendre une petite pause de la to-do list et que le seul but soit de vous faire du bien. Là, je vais vous proposer des choses. Ça va vous donner des idées, ça va vous donner des clés. Moi, ce qui me fait du bien. Donc, prendre un bain, lire un bon livre, un livre qui vous nourrit à l'intérieur, méditer, s'offrir un soin corporel, s'offrir un massage, s'offrir un soin énergétique aussi.
s'offrir un soin esthétique. Des fois, on a envie juste de se sentir cute, puis c'est pas superficiel, ça fait du bien aussi. De se faire livrer des repas. Tu sais, si vous n'avez pas l'énergie de cuisiner, là, puis que vous avez les moyens financiers, donnez-vous un break. Faites-vous venir des repas. De marcher en nature, la nature calme, la nature apaise. D'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Là, c'est plus difficile ces temps-ci avec la pandémie, mais quand ce sera possible, d'aller à un événement, de vous changer des idées, mais sur des choses qui vous font du bien, de vous faire vraiment une activité qui vous donne du bonheur. Sinon, de travailler avec les mains, hein, de faire quelque chose qui est un peu méditatif, qui va amener une accalmie mentale. Donc, ça peut être de colorier des mandalas, de faire du tricot, de jouer de la musique, de faire de la poterie. Tout ce qui est créatif. Donc, ça peut être aussi de composer une musique, de peindre une toile, mais sans que ça soit dans un but de performance ou que ça soit beau, mais juste de laisser aller la créativité. D'écrire un poème, de faire un vision board aussi sur ce qu'on a envie de vivre une fois qu'on va aller mieux. Si vous êtes confortable au niveau financier, c'est peut-être de vous louer un chalet en nature ou encore de faire un voyage. Et osez demander à votre employeur d'adapter la charge de travail. Si c'est possible, déléguez plus. Souvent, on va s'empêcher de demander ça, mais peut-être que notre employeur, ça lui ferait plaisir de nous permettre ce petit temps de répit-là pour prendre soin de nous. Peut-être que nos collègues vont en prendre un peu plus sur leurs épaules pendant cette période-là plus fragile de notre vie. Donc, d'oser demander. Et le mot, c'est vraiment douceur. Douceur, douceur, douceur. D'être attentif aux besoins de votre corps, de votre esprit, de votre âme. C'est vraiment la clé pour aller mieux. J'aime me rappeler aussi que la vie est cyclique, hein? Que tout est impermanent. Donc, un peu comme les saisons. Si on est dans une période d'hiver intérieur, donc si on est dans une période où on a besoin de pleurer, de ralentir, de prendre soin de soi, bien, vivons pleinement cet hiver-là. L'hiver, il est important, il est nécessaire. C'est un temps de repos, c'est un temps d'inaction. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais vous savez, les graines en hiver dans le sol, elles sont complètement gelées. Mais c'est en hiver qu'elles viennent vraiment chercher l'énergie de la Terre. C'est en hiver qu'elles viennent emmagasiner l'énergie de la Terre pour avoir la force, pour avoir l'énergie de renaître et de se déployer entièrement au printemps. Donc, en vivant pleinement l'hiver, en cultivant ce temps de repos pour cultiver notre bien-être, bien, ça va nous permettre de vivre pleinement le printemps et de vivre pleinement l'été quand on sera dans un moment de force, quand on sera dans un moment d'expansion, de rayonnement, de renaissance. Et ça sera peut-être à notre tour à ce moment-là de prendre soin des autres. Donc, c'est vraiment là, cette notion-là de donner, de recevoir pleinement au moment qui est juste, selon la saison qu'on vit. C'est tellement important parce que ça nous permet de ne pas s'épuiser. Une autre chose que j'aime me demander, c'est quel est mon besoin aujourd'hui, maintenant? C'est quoi mon besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est de me déposer dans ce que je vis puis de vivre mes émotions? Ou au contraire, c'est-tu de me changer les idées, de faire des choses qui ont une certaine légèreté? Est-ce que j'ai un besoin de solitude ou au contraire, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de compagnie? Est-ce que j'ai besoin de soutien logistique? Est-ce que j'ai besoin d'écoute? Que quelqu'un fasse juste m'écouter sans m'apporter une solution, mais j'ai juste besoin de déposer ce que je vis. Est-ce que j'ai besoin de me reposer à travers des initiatives spontanées de mon entourage? Donc, de vraiment prendre le temps de demander, de se demander en premier c'est quoi notre besoin, mais de demander aussi aux autres. Et je vous amène vers une force incroyable que j'ai découverte, qui est la force de la vulnérabilité. Moi, j'avais toujours pensé que d'être vulnérable, c'était un signe de faiblesse. Et au fil des documentaires de Pastel Fluo, j'ai découvert qu'au contraire, c'est pas une faiblesse, c'est une force immense. D'être capable de dévoiler entièrement qui nous sommes, sans masque, de se donner le droit d'être humain, de se donner le droit d'être authentique,
ça nous donne l'opportunité d'être dans un espace de profonde vérité avec l'autre. Ça nous donne l'opportunité de se connecter à l'âme de l'humain à un autre niveau et d'être vraiment là, d'être soi-même, d'être sans protection, d'être sans carapace. C'est tellement libérateur. Ça l'enlève une couche de juste être vrai dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Puis ça permet aux autres de prendre soin de nous. Je vais vous amener encore sur un extrait, encore avec Éric Jasson, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Dans les moments les plus sombres là, de ma dépression après la crise en 2008, où je pensais vraiment mettre fin à mes jours, là, puis j'avais des voitures luxueuses, j'avais entre autres une Ferrari, puis souvent mes pensées de suicide étaient reliées à la Ferrari. Je pensais partir la Ferrari dans le garage ou la conduire à la planche dans un camion remorque. Puis bon, j'avais commencé à faire du yoga dans ce temps-là, puis la pratique spirituelle m'aidait un peu, mais c'était surtout, c'était surtout dans le regard de mes filles, puis que je me disais que j'ai trouvé la force et que je me disais le courage que de ne pas commettre ça pour eux autres, là, de ne pas leur donner ça comme conditionnement familial, que dire quand tu fais face à des problèmes, voici ta porte de sortie. C'est la solution. Ouais. Je me faisais penser genre à Roberto Benigni, tu sais. J'étais devant les filles, puis je disais non, tout va bien, inquiétez-vous pas les filles, puis en dedans de moi, tu sais, je savais que la mort était comme était proche, là, tu sais, ou potentiellement proche. D'essayer d'être fort, de ne pas le dire quand ça ne va pas, ça fait juste ajouter un niveau de souffrance supplémentaire. Ça nous amène de la solitude avec ce qu'on vit. Et l'humain aime fondamentalement aider. Laissons les autres prendre soin de nous. C'est vraiment une opportunité, en fait, de se faire du bien, mais de permettre aussi aux gens de se sentir utiles. Ça nous permet tellement de traverser les défis de façon beaucoup plus facilement, avec plus de douceur. Et pour moi, ça, c'est un cadeau. Quand on a eu les décès des enfants, nos amis ont commencé à nous cuisiner des plats parce que j'avais juste pas la force de cuisiner. Et ils venaient déposer des plats cuisinés sur le bord de notre porte. D'autres se sont offerts pour nous faire des massages. D'autres se sont offerts pour garder notre garçon, Jacob. Et pour moi, ça, là, ça a été comme un baume dans ce que je vivais. Donc, laissons les gens prendre soin de nous quand ça ne va pas. Osons notre vulnérabilité. Osons demander, regardons, c'est quoi la tâche qui me pèse présentement? Puis qui dans mon entourage peut alléger ce poids-là? Donc, de le nommer et de se laisser aider, ça fait toute la différence quand on traverse des moments plus difficiles. Pour moi aussi, d'accepter la mort, et là, la mort, bon, moi, c'est la mort physique, mais je dirais la mort, le deuil, c'est d'accepter ce qui n'est plus dans notre vie, qui nous faisait du bien. Donc, d'accepter la mort, ça m'a fait réaliser que c'était pas juste la fin de quelque chose, mais c'était aussi le début de quelque chose de très beau aussi. Vous savez, quand la vie nous prend quelque chose, elle nous donne autre chose en retour. Et pour moi, encore une fois, je fais le parallèle avec la nature, mais une fleur a besoin de pluie et de soleil pour s'épanouir. Donc, il y a toujours des cadeaux cachés à travers chaque épreuve qu'on peut vivre. Quand on réussit à s'élever juste un petit peu au-dessus de la douleur. Quand on réussit à voir l'épreuve, à voir nos défis en 360 degrés. Donc, de ne pas juste voir la perte, mais de découvrir pleinement ce qu'elle vient nous offrir aussi. C'est quoi la prise de conscience? Ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que nos épreuves de vie, là, elles ne viennent pas avec une signification. C'est nous qui donnons la signification à nos épreuves. Donc, c'est à nous de décider, c'est un choix, si on veut bâtir sur nos épreuves, si on veut voir les cadeaux cachés, les transformer en force, se réinventer, se permettre d'évoluer, de devenir un meilleur être humain à l'école de la vie humaine. Alors, une chose que j'aime me demander
dans des moments difficiles, qui est une phrase clé. Et je vous amène à prendre le temps de prendre un moment en fait, d'écriture et de penser à un défi que vous avez actuellement dans votre vie. Que ce soit une plus grande épreuve ou un défi, quelque chose de difficile à accepter. Et demandez-vous, et si mon âme avait envie de me donner un message à travers ce défi-là, qu'est-ce que ce serait? Si ce message-là était l'opportunité de transformer quelque chose, est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière qui en émerge? Alors, je vous laisse un moment. Prenez le temps d'appuyer sur pause pour vous intérioriser, pour voir quel est le message derrière le défi que vous rencontrez présentement. Vous savez, quand je suis sortie de l'hôpital pour Thomas, je ne suis jamais ressortie de la même façon que je suis entrée à cet hôpital-là. Même chose pour ma fille Nélia. Il y a vraiment une partie de moi qui est morte avec eux. C'est comme si mes enfants quittaient un monde pour naître à un autre, puis parallèlement, je sentais que je faisais la même chose. Un peu comme si on s'est donné une double renaissance. Puis pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. En mourant, c'est comme si mes enfants m'ont permis de renaître à moi-même. De renaître à une partie de moi que je connaissais intuitivement, mais dont je m'étais déconnectée. Puis ces dernières années, ça a vraiment été cette naissance-là à une partie de moi que j'avais oubliée finalement avec ce rythme de vie effréné. De côtoyer la mort, ça m'a vraiment donné une urgence de vivre. Une urgence de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Parce que oui, il y avait la douleur de la maman qui perd un enfant, mais parallèlement, il y avait aussi la vie qui s'éveillait en moi. Il y avait la vie qui poussait, qui voulait vivre. Vous savez, quand tout s'écroule, il y a un espace vraiment précieux où tout est possible. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu. Tout s'écroulait autour de moi, puis en même temps, tout était possible. J'avais plus rien à perdre. J'avais tellement perdu. Alors, je me suis dit, je vais suivre mon cœur, je vais faire des choix pour moi, en fonction de la vie que j'ai envie de créer. Pas celle qui paraissait bien aux yeux de la société. Puis c'est comme si ça m'a donné l'autorisation. Je me suis autorisée à vivre cette vie-là qui était plus riche de sens pour moi, de vivre en fonction de ce qui me faisait vibrer, de vivre en fonction de mes valeurs. Et pour guérir, pour m'accompagner dans ce cheminement-là, je me suis dit, je vais nourrir la vie au lieu de nourrir la mort. Et ça a vraiment été le début d'un chemin d'écoute intérieure. J'avais ce besoin viscéral-là que ma vie fasse du sens. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'avais plus envie d'une vie remplie de stress, une vie où je cours tout le temps, une vie rigide. J'ai réalisé que ça m'épuisait, que ça m'éteignait. Et je me suis dit, je vais suivre ce qui pétille à l'intérieur, je vais suivre ce qui a envie de s'exprimer. Je vais nourrir la joie. Alors, je vais vous amener sur un nouvel extrait, cette fois-ci de Vincent Tremblay et de Marie-Hélène Guy, 2 autres documentaires de Pastel Fluo. Vincent a perdu un enfant également. Et le passage de son enfant dans sa vie a été pour lui riche d'apprentissage et de prise de conscience. Ça l'a amené à se dépasser, à sortir de sa zone de confort. Puis Marie-Hélène, elle, ses épreuves, lui ont amené vraiment à se reconnecter avec son essence. Donc, on écoute l'extrait, puis ensuite, on va faire un petit atelier d'écriture. Moi, présentement, je suis en santé. Là. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit? Je veux faire quoi avec ma vie? Est-ce que je reste là, puis je reste dans ma zone de confort ou... Tu la crées, ta j'ose, oui, j'ose. Puis je veux voir ce qui me fait vibrer. Puis après ça, oui, il va y en avoir des embûches, puis c'est parfait. On les rencontrera, les embûches. Puis bring it on. Ouais, puis je vais juste me transformer après ça. Puis c'est comme si j'ai l'impression que maintenant, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, oui, je vais en avoir de la peine, oui, je vais en avoir de la colère, puis toutes les émotions. Ça fait partie de la game. Mais c'est parfait, oui. C'est le processus, puis c'est le mouvement. Tu sors toujours grandi d'une expérience qui sort un peu des sentiers battus. Ouais.
Chaque fois que tu décides de rester toujours dans ta zone de confort, ben t'es bien, t'es au chaud, t'es douillet, mais c'est pas passé grand-chose. Ouais. Quand t'oses un peu à bousculer puis faire arriver des choses, ben tu te rends compte que t'as appris, que t'as ressenti, que tes choses sont J'ai tout arrivées. envie. Mais c'est ça que t'es en vie, Ouais. donc il se passe de quoi, là, tu sais. Puis c'est agréable de sentir ça, puis de voir que les choses évoluent, puis que il y a des sentiments d'accomplissement qui viennent avec ça aussi, tu sais, à ne pas négliger là, le sentiment personnel de se rendre compte qu'on a participé à quelque chose, qu'on a bâti quelque chose, puis que ça a fonctionné, qu'on a rencontré des nouvelles personnes, puis qu'on a bâti des belles relations, puis qu'on a fait partie d'un avancement. Tu sais. D'une création. D'une création. Ouais. Vivre avec un proche malade, ça t'amène à te questionner sur toi, t'es rendu où dans ta vie. Je sais pas, des fois, on catch à retard là, ce que les gens nous ont suggéré ou conseillé, mais moi, j'ai compris beaucoup trop tard que mon père il avait raison. J'étais pleine de potentiel, mais je le voyais pas, tu sais. Puis à travers la maladie, ben, tu sais, c'est sûr que quand il est tombé malade, c'est là que j'ai aussi commencé à faire du yoga pour me guérir. Je savais pas comment dealer avec ma douleur. C'était soit ça ou je m'automutilais, tu sais, parce que c'était trop pour moi, tu sais. Fait que j'ai trouvé les moyens positifs pour rester saine mentalement puis dans mon corps. Ça m'a permis de m'émanciper. J'ai envie que ma marque sur la planète, ça soit une marque positive. Ouais. J'espère que je vais avoir marqué des gens qui vont pouvoir, eux, à leur tour, s'émanciper. Puis c'est ça, le partage, pour moi. Fait que Denis m'a permis de me connecter avec moi-même, mon essence première, qui est de guérir puis d'aider. C'est super cliché à dire, mais vis ta vie au point où tu peux laisser ta marque et faire du mieux que tu peux, pleinement, pour toi et pour les autres, avec douceur, genre. Moi, c'est ça que mon père m'a amené, tu sais. J'en profite parce que je pense que je ne l'ai pas nommé, mais si vous voulez écouter les documentaires complets qui sont remplis de pépites d'or pour la conscience, pour notre bien-être, au Canada, dans le fond, c'est sur tout.tv, donc la plateforme de Radio-Canada que vous pouvez l'écouter. Et si vous êtes en Europe, en fait, vous allez pouvoir l'écouter à partir du 1er avril 2021 sur TV5 Monde. Donc, petite parenthèse. Donc, en lien avec le témoignage de Vincent, en lien avec d'oser sortir de notre zone de confort, d'alimenter ce qui nous met en joie, j'ai envie de vous poser une question. Prenez votre journal et vous allez nommer qu'est-ce qui vous rend en joie. Puis comment est-ce que vous pouvez nourrir un petit peu plus de ce qui vous rend en joie. Des petites choses simples qui souvent vont nous amener à sortir de notre zone de confort. Si cette question-là résonne moins avec vous, une autre phrase qu'une personne m'avait donnée dans un autre de nos documentaires Électrons libres, Frédéric Laloux, qui est en lien, qui peut nous aider à justement sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui a le plus de sens pour moi? Donc vraiment, qu'est-ce qui a envie d'émerger à ce moment-ci de ma vie? Prenez le temps de faire pause et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir avec une deuxième question pour pousser le témoignage de Marie-Hélène maintenant à un autre niveau, puis vous le ramener sur votre propre vie. Donc maintenant que vous avez une idée en fait de ce qui vous rend joie et de le faire un pas à la fois, c'est vraiment une des clés pour aller mieux puis que ce soit durable sur le long terme, j'ai envie de vous faire prendre conscience de votre essence. Marie-Hélène disait que ça lui a permis, l'épreuve avec son papa, de se reconnecter à son essence. Donc, vous, là, à partir de votre essence, donc à partir de ce que vous portez, comment est-ce que vous pouvez contribuer
à faire une différence, à créer un impact positif. C'est pas obligé d'être professionnel, ça peut être vraiment dans votre vie de tous les jours, mais vraiment à partir de qui vous êtes, de ce que vous portez, de ce qui vous fait du bien, à partir de vos cadeaux. Comment est-ce que vous pouvez créer une différence dans la vie des gens, un impact positif? Prenez le temps d'écrire, de laisser monter l'inspiration, puis on se retrouve tout de suite après. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Edo, et il y a une citation magnifique. Il dit « Nous avons tous reçu un cadeau, le cadeau de la vie. Ce qu'on fait avec notre vie, c'est notre cadeau à l'humanité. » Les Amérindiens, eux, disent que le monde entier aspire à ce que chacun d'entre nous offre ce qu'ils appellent leur unique médecine. Donc, vraiment d'offrir en cadeau nos talents, nos capacités, notre expérience de vie, nos compétences qui nous fait vibrer et de le mettre au service de notre propre bien-être, mais aussi du bien-être collectif. Donc, vraiment, chaque être humain, si chaque être humain, par sa conscience, par sa responsabilité, peut accompagner les autres, peut accompagner l'humanité vers une évolution positive ou encore accompagner la Terre. Hein. Souvent, les gens vont décider de se mettre au service, de mettre leur talent au service du mieux-être de notre planète qui en a bien besoin. Et moi, je suis convaincue que chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter au monde. Et de vraiment prendre le temps de reconnaître qui nous sommes, de reconnaître ce qu'on porte comme cadeau, c'est une clé, ça, pour notre bien-être, c'est une clé pour notre santé mentale. Moi, le jour que j'ai décidé d'aligner qui je suis et ce que j'ai à offrir avec ce que je fais, ça a alimenté ma vie. Chacun d'entre nous, on peut amener notre pierre à l'édifice. C'est vraiment ça pour moi qui va changer le monde. Si chacun d'entre nous, on reconnaît, de par la diversité de nos talents, la diversité de nos rêves, on reconnaît cette grande richesse-là qu'on a, chacun individuellement, à partager, à mettre au service d'un monde meilleur. Donc, vous savez, comme moi, Pastel Fluo, c'est ma façon à moi de contribuer à travers ce que je suis, à travers mon expérience de vie, à travers ce qui s'est passé dans ma vie aussi, mais que j'ai réussi à transformer. Donc, puis au fil des documentaires, ben, je voyais vraiment qu'initialement, c'était ça, c'était l'épreuve qui était un peu la pierre angulaire. Et c'est vers ces gens-là que j'allais, hein, des gens qui avaient traversé des épreuves. Et finalement, au fil du temps, je me transformais et par la suite, j'ai commencé à la rencontre de personnes qui repensent notre monde, qui repensent les modèles, qui repensent les façons de faire. Et la série a grandi, c'est devenu une entreprise. On sort un podcast maintenant. Donc, vraiment, de laisser la vie, d'écouter vraiment comment que la vie a envie de vivre à travers soi et ensuite de mettre ça en action. Que vraiment nos actions soient liées à nos intuitions, à nos rêves. Et quand on décide de suivre ça, c'est pas un chemin qui est nécessairement facile. Et pour moi, ça, c'est important de le préciser parce que parfois, dans le monde du bien-être, du développement personnel ou spirituel, il y a comme un peu ce mythe-là qu'une fois qu'on s'aligne avec nos valeurs et qui on est, une fois qu'on écoute la vie, ben tout se met en place facilement, il y a des synchronicités. Oui, il y en a. Mais c'est un chemin qui est rempli de défis aussi, puis qui nous demande aussi de cultiver la résilience. Donc, par exemple, moi, ma série documentaire, je me suis fait refuser à plusieurs reprises par les diffuseurs parce que je n'étais pas connue. Ensuite, on m'a refusé au fond des médias parce que pour eux, je n'étais pas une série documentaire. Je ne cochais pas les cases pour être un documentaire traditionnel, même si 3 mois plus tard, j'ai gagné le prix de la meilleure série documentaire numérique du Québec. Et tout ça, finalement, toutes ces embûches-là qui m'ont amenée à me relever les manches, qui m'ont amenée à me réinventer, à transformer mon modèle, bien finalement, ça m'a amené toujours plus loin. Ça m'a amené une fierté qui est encore plus grande. Et je vous dirais que le plus important, c'est de suivre la voix intérieure, de suivre ce que ça dit à l'intérieur. Moi,
ça m'a toujours dit de continuer. Et j'ai alimenté cette intuition-là. J'ai mis en action cette intuition-là. Et vous voyez, à travers la pandémie, finalement, il y a eu comme un éveil de conscience collectif. Il y a une personne aux acquisitions de Tout.tv, qui est la plus grande plateforme au Canada de contenu, qui a entendu parler de Pastel Fluo, a écouté la série, est tombé en amour avec la série. Et là, ça a donné un beau rayonnement. Puis maintenant, ça va rayonner dans 160 pays sur TV5 Monde. Ça va être traduit dans 24 langues. Mais tout ça parce que j'ai nourri un pas à la fois. J'ai écouté mes intuitions. J'ai mis en action le prochain pas. Puis ensuite, une fois que ce pas-là a été fait, j'ai mis le prochain. Donc, la résilience, c'est aussi ça. C'est aussi pour moi de vraiment d'alimenter une confiance en la vie tout en menant notre action au service, notre action au service de notre intuition, notre tête au service de notre cœur. Donc, pour terminer, nos épreuves sont des opportunités pour moi. Sont des opportunités parce qu'elles nous permettent de créer plus de sens dans nos vies. Ça nous permet de créer des projets, des entreprises qui nous font rêver depuis toujours. Ça nous permet de se donner des fois l'autorisation de mettre au monde nos rêves. Nos épreuves sont des opportunités parce qu'elles nous permettent de s'arrêter, de revenir à l'essentiel, de se poser les vraies questions. Nos épreuves sont des opportunités parce qu'elles nous permettent de retrouver ce lien sacré-là entre les humains, de s'entraider, de veiller les uns sur les autres. Et vous savez, maintenant, j'ai la conviction vraiment profonde que le bonheur peut véritablement naître des épreuves les plus difficiles. J'aimerais ne pas avoir vécu la perte de Thomas et de Nélia. Mais pour être totalement honnête, j'aurais pas voulu ne pas la vivre non plus. Parce que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je sens vraiment que je goûte à la vie autrement, que je vis ma vie autrement aussi. J'ai l'impression que tout ce qui va se passer dans ma vie, ben je sais maintenant que j'ai une force qui m'habite. Et j'ai la conviction qu'une expérience qui est douloureuse, ben c'est pas seulement le rendez-vous de la souffrance. Pour moi, ce fut le rendez-vous de la transformation. Ça m'a permis de grandir en humanité. Ça m'a permis de contribuer à un monde meilleur, mais à partir de mon unicité. Ça m'a permis de prendre soin de ce que la vie m'a donné, de ce qui compte vraiment pour moi. À chaque instant, on a le choix d'être doux avec soi-même. À chaque instant, on a le choix de s'élever ou de s'éteindre. C'est un choix. À chaque jour, ça nous offre une nouvelle page blanche. Une page où on crée notre vie ou au contraire, on la subit. Et à chaque jour, on peut vraiment choisir de nourrir la vie, de nourrir ce qui nous fait pétiller à l'intérieur, de nourrir cette vie-là à l'intérieur de soi, mais aussi autour de soi. Donc, en espérant que cette conférence-là, cet atelier, conférence vous ait inspiré, vous ait donné des clés, vous ait permis aussi de faire un pas de plus pour vous rapprocher de la personne que vous aspirez à être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous ne connaissez pas la série documentaire Pastel Fluo, je vous encourage vraiment à aller découvrir cette série-là qui vient déposer des magnifiques pépites, qui vient vraiment nous élever finalement dans la plus belle version de nous-mêmes. Je vous souhaite une belle journée. Alors, rebonjour et bienvenue à cette troisième journée du Sommet de la Résilience 2021. En cette troisième journée, justement, on est en train de discuter de... En fait,
chose plus importante, je voudrais commencer par remercier grandement Joanie qui vient juste de terminer sa conférence vraiment merveilleuse. Là, vous allez voir, on enchaîne de manière très rapide plusieurs conférences de suite et c'est pour ça qu'il va y avoir un petit peu d'action pour le reste de l'après-midi. Il y avait tellement de conférenciers qu'on voulait avoir. Habituellement, il y avait une pause d'une demi-heure en chaque, mais là, vous allez voir que ça va s'enchaîner beaucoup. Alors, premièrement, un gros merci à Joanie de nous avoir juste partagé cette conférence vidéo, ce partage d'une expérience de vie dans le fond, puis de comment elle a transformé ça. Donc, merci énormément. Et comme je vous l'avais dit au tout départ, vous n'aurez pas l'option de lui poser les questions en direct tout de suite, mais si vous aviez des questions pour elle ou si vous voulez être en contact avec elle, vous pouvez aller dans les liens en dessous qu'on a mis de la vidéo et vous pouvez, si vous le désirez, lui poser des questions sur Facebook et elle vous répondra soit par écrit ou peut-être même qu'elle va faire un Facebook Live ou quelque chose comme ça. Donc, allez lui poser les questions là si vous voulez être en contact avec elle.